Madame, Monsieur, bonsoir. Plein phare sur le secteur de l'automobile dans Question d'Actu ce soir. Et pour cause, les exportations des voitures made in Maroc dépassent les 7 milliards de dollars à fin septembre dernier. Ce sont les derniers chiffres de l'Office d'échange. Un record sur les 5 dernières années, une hausse à applaudir, plus 35% sur un an. Mais le vrai sujet pour l'industrie auto marocaine est celui des choix en matière de positionnement stratégique dans la nouvelle industrie de la mobilité. Ce n'est pas propre au Maroc puisqu'au niveau mondial, cette industrie fait face à de nouveaux défis numériques, mais aussi et surtout écologiques. Le Maroc ambitionne ainsi de devenir un hub pour une industrie auto décarbonée et des plus compétitives. Parmi les avantages compétitifs du royaume en termes de batterie pour le secteur des voitures électriques, ce sont ses réserves de cobalt et de manganèse, minerais essentiels à la production de batteries. Sans oublier que la production des véhicules électriques est déjà en marche depuis 2 ans déjà chez nous au Maroc. Une industrie qui a de beaux jours devant elle. D'après le très respecté Middle East Institute Economics and Energy Program, le Maroc pourrait se positionner comme acteur majeur de la mobilité verte. Comment capitaliser sur l'acquis de l'écosystème actuel pour démarrer du bon pied la transition vers l'électrique et quid du taux d'intégration des entreprises à capitaux marocains dans cet écosystème? C'est ce que nous prospectons dans l'émission ce soir en compagnie de mes invités. Je commencerai par le représentant de l'AMICA, le vice-président de l'AMICA, Rachid Machou. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'accepter l'invitation et j'ai également un plaisir renouvelé d'accueillir professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir professeur Komat, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. On va commencer par un état des lieux du secteur. J'ai parlé d'abord de cette hausse importante, plus 35%. Que signifie cela? Est-ce que c'est une hausse de volume ou une hausse de valeur à l'exportation, monsieur Machou? Madame Hassan, donc c'est les deux. En fait, c'est les exportations qui ont été doublées courant cette année. Donc nous avons recouvert le niveau de l'année de référence qui est 2019, avant Covid et même davantage, à la fois sur les exportations et donc la production des voitures, mais aussi sur les pièces voitures exportées vers l'étranger. Je rappelle que le Maroc a deux axes d'exportation. Tout d'abord les pièces automobiles, et ceci bien avant l'arrivée du groupe Renault à Tanger et de Stellantis à Kenitra, qui sont arrivés en 2012. Et puis, respectivement, par la suite, donc Stellantis aussi. Et donc, ceci explique le volume des exportations qui a été augmenté de 35%. Très bien. Et cela signifie aussi qu'aujourd'hui, clairement, ces exportations automobiles, professeur Komat, se positionnent ou sont en pôle position des exportations devant les phosphates. Effectivement, c'est une success story. En fait, ce bond enregistre l'industrie automobile au Maroc depuis une dizaine d'années, à tel point qu'il se hisse aujourd'hui pratiquement en première position des exportations, avec le chiffre attendu cette année, vers la fin d'année, de 105 milliards de dirhams d'exportation. C'est pratiquement, je dirais, le tiers des exportations du Maroc. Et bien évidemment, ces exportations jouent un rôle très, très important. Tout d'abord, pour le maintien, je dirais, de la balance commerciale à son niveau, parfois même en augmentant le taux de couverture des importations par les exportations, parce que sans l'industrie automobile, sans les exportations des véhicules, certainement avec le renchérissement des produits énergétiques, avec le renchérissement des produits alimentaires, le Maroc aurait connu, je dirais, un déficit commercial encore plus important, sinon très important. Et c'est justement grâce à ces exportations que le Maroc peut maintenir dans leur niveau les équilibres fondamentaux, notamment la balance des paiements, la balance commerciale et bien sûr au-delà de cela, c'est un secteur qui joue un rôle très important en matière de création d'emplois. Aujourd'hui, on est à plus de 100 000 emplois. Et puis, ce qu'il crée autour de lui, je dirais, comme dynamique parallèle en matière de technologie, en matière de recherche-développement, en matière, en fait, d'intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales, et puis de contribuer à l'atteinte des objectifs du nouveau modèle de développement, qui a comme objectif de développer la valeur ajoutée, de développer
la composante technologique dans notre PIB, je dirais que, au-delà des exportations, c'est un secteur qui est en train de se donner comme une référence, comme un exemple pour faire du Maroc le pays industriel qu'il visait depuis longtemps. Mais là, nous sommes devant tout d'abord un secteur de pointe, parce que classiquement, le Maroc était dans l'agroalimentaire, était dans le textile. Aujourd'hui, rien n'est impossible. Le Maroc se positionne au niveau de l'automobile, se positionne au niveau de l'aéronautique, se positionne au niveau des énergies renouvelables, se positionne au niveau des énergies électroniques, plutôt des secteurs électroniques. Et donc, l'industrie automobile ouvre la voie pour l'industrie marocaine pour se hisser sur des secteurs à haute composante technologique. Oui, Rachid Mechou, et ça ne date pas d'hier, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été fait pour hisser le Maroc au premier rang de producteurs africains de véhicules. Absolument, comme a souligné Oustad Komat, donc c'est une success story et je le remercie pour ça. En fait, cette success story est le fruit d'une stratégie aboutie. Juste pour rappel, si aujourd'hui nous connaissons ce succès, c'est que la stratégie a été planifiée, mise en place depuis les années 60. Je rappelle que le Maroc produit des voitures depuis 1962 à l'usine de Somaka qui est à Casablanca. Et puis, il y a une succession d'événements, notamment la voiture économique, la convention de la voiture économique du temps de Cédric Jito qui a été lancée avec son équipe et qui avait montré à l'époque que la Somaka devait intégrer la stratégie d'un constructeur mondial, ce que fut le cas en préparant les étapes avec le groupe Renault. Donc, vous savez, Mme Hassan, on ne se lève pas un jour, un constructeur, et dit tiens, on va aller ouvrir une usine, on va aller faire de l'industrie dans tel pays ou un autre. Si Renault nous a fait confiance et est venu installer une voiture dite standard, une usine dite standard avec les indicateurs internationaux, c'est qu'il y a un tissu qui a existé et qui a été initié sur les années 70, les années 80 avec les formules CKD. Il faut passer par ces étapes-là pour mûrir un tissu d'industriels locaux. Et donc, quand un constructeur arrive et qu'il trouve ce tissu en cours de maturation, avec des compétences, avec un système de formation, notamment la formation professionnelle, les universités, les écoles d'ingénieurs, tout ceci fait qu'il y a des paramètres qui convergent. Et puis, en fait, la décision d'installer une usine à grandeur réelle du type standard européen devient en fait quelque chose de dicté, d'imposé tout simplement par la réalité du terrain. Il y a l'autre réalité du terrain qui fait qu'aujourd'hui, la concurrence est très rude sur le marché international, de par aussi ses ambitions de relocalisation de plusieurs industries automobiles. Où se positionne le Maroc et où en est la compétitivité de l'offre Maroc, selon vous ? Alors, c'est une vraie question. Effectivement, la pandémie Covid a remis un petit peu les compteurs à zéro. Donc, il y a un nouvel environnement, une nouvelle stratégie, effectivement, dont la relocalisation de certains composants et donc réduire la dépendance de l'Europe par rapport à l'Asie. Et donc, de ce fait, le Maroc a une carte à jouer de par sa compétitivité sur le marché. Et je rappelle que dans la compétitivité, il n'y a pas que le coût de la main-d'œuvre. Et il y a aussi la crédibilité des ingénieurs, de la recherche et développement, de systèmes managériels, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des unités qui, aujourd'hui, d'une compétitivité internationale. Et donc, la majeure partie des équipementiers qui sont venus il y a 15-20 ans avaient essayé. C'est le premier investissement, c'est toujours un investissement, on va dire, entre guillemets, opportuniste, parce le coût de la transformation est moins cher, mais ils en sont aujourd'hui à leur 4e, 5e, voire 6e extension. Donc, la toute dernière en date, c'est Stellantis. Stellantis renouvelle, donc il redouble sa capacité de production. C'est qu'ils nous font confiance. Et juste une parenthèse, Monsieur Carlos Tavares est un ancien Renault, et donc il était dans les sphères dissidentes de l'usine de Renault-Tanger. Et donc on voit qu'il récidive. Il récidive, donc c'est qu'il aime bien. Et donc, dans son discours, nous n'avons pas manqué de souligner sa satisfaction et son encouragement à l'encadrement local marocain. Vous avez évoqué un chiffre tout à l'heure, professeur Komat, celui des
100 000 emplois et aussi il y a un autre chiffre qui a été annoncé cette fois par le ministre de l'Industrie et du Commerce par rapport aux ambitions du secteur automobile. C'était lors des Automotive Meetings à Tanger il y a quelques semaines. À l'horizon 2025, le secteur automobile donc ambitionne d'atteindre 200 milliards de dirhams d'exportation, donc soit le double dans 3 ans. Est-ce un objectif réalisable? Si oui, par quels moyens? En fait, si on se réfère au taux de croissance enregistré notamment cette année avec les 35%, si on maintient ce rythme, certainement on va pouvoir y arriver, d'autant plus avec des signatures aussi importantes que celle de Stellantis qui double en fait sa capacité de production et qui investit plus de 300 millions d'euros. C'est quand même un investissement très, très lourd. Et puis, bien évidemment, cet écosystème qui commence aujourd'hui à se faire une place au niveau international. Vous savez que pratiquement aujourd'hui, on parle du Maroc comme la 3e place la plus compétitive en matière d'industrie automobile, après l'Inde et la Chine, et au niveau de l'Afrique, qui est de loin la plus compétitive. Et donc, ce sont des signaux qui sont positifs, qui peuvent nous amener à aller vers cet objectif-là. Alors, bien évidemment, vous avez tout à l'heure rappelé la question de la relocalisation. Moi, je dirais que c'est vrai, pendant la crise, il y a un repli sur soi-même, mais il faut dire une chose, c'est qu'en même temps, on parle de souveraineté, notamment de souveraineté industrielle, mais en même temps, les pays restent dans la globalisation, dans la mondialisation, d'où la quête de la compétitivité. Parce que la compétitivité nous cherche. Même si on veut être relocalisé, c'est pas évident de rester aussi compétitif. Connaissant tout d'abord l'écosystème qu'offre le Maroc, mais également les coûts de production qui sont relativement, je dirais, faibles si on prend en considération aujourd'hui le coût de production en Europe, etc. Donc, ce qui fait que nous sommes dans un environnement très favorable pour cette évolution, d'autant plus que le Maroc, en fait, aujourd'hui, il est conscient des enjeux de l'avenir. Parce qu'en parlant des 3-4 prochaines années, déjà, on va entrer dans le vif du sujet en matière notamment de décarbonisation. Et en fait, tout à l'heure, donc vous avez souligné que déjà l'expérience de la voiture électrique, il est lancée au Maroc depuis 2 ans. Le Maroc a signé le pacte de développement vert il y a quelques jours avec l'Europe. Et d'ailleurs, il était la première convention signée par l'Europe avec des partenaires externes. Donc, le Maroc, il est pleinement dans l'énergie propre. Le Maroc également a un mix énergétique qui est en train de développer au-delà de ce positionnement sur la voiture électrique. Mais déjà, le Maroc, aujourd'hui, il a un mix énergétique qui se développe à l'horizon 2030 pour aller vers un mix à 52% basé sur l'énergie propre. Donc, nous sommes dans cette stratégie. Aujourd'hui, nous ne serons pas surpris, et d'ailleurs on est déjà préparé sur un plan d'énergie verte, sur un plan de la préparation des ressources humaines. Là également, il y a tout un élan pour former les compétences, pour accompagner cette dynamique. Et donc, bien sûr, il faut toujours rester positif. 200 000, c'est faisable, mais déjà, si on est aux alentours, c'est déjà une très bonne chose. Mais en tout cas, il y a une très belle dynamique ces dernières années. Je ne crois pas qu'il y a des raisons qui vont stopper cette volonté, cette attractivité de cette industrie par le Maroc. Alors, 200 milliards d'exportations annuelles, Rachid Machou, et ce sont combien de véhicules déjà complets? C'est-à-dire, on parle de quoi? 2 millions de véhicules exportés par an? Aujourd'hui, donc, avec les 450 que va devenir le site de Stellantis, plus les 500 de Renault avec les 2 usines, ça fait 950. Donc, on commence un petit peu à toucher le million en termes de voitures. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'équivalent en termes de pièces exportables directement en état de pièces. Oui. Oui, effectivement. Donc, il va y avoir une augmentation. Ça passera par une augmentation de la capacité de production. On ne sait pas encore comment, mais nous y travaillons avec les ministères de tutelle, effectivement, pour arriver à converger, à avoir cet effet de masse. Juste pour rappel, donc, en fait, c'est pas 100 000 emplois. 100 000 emplois, c'est que la filière câblage, avec les 4 big players qui sont Lear Câblage, Yazaki, Aptiv et Sumitomo. C'est 220 000 emplois actuellement. Si on rajoute les équipementiers constructeurs, bien sûr, c'est 220 000 emplois enregistrés aujourd'hui dans le secteur automobile. Alors, faites bien de préciser, notamment sur les pièces, les performances sont très disparates.
J'évoquais tout à l'heure cette hausse importante de 35% sur un an sur le volume d'exportation automobile. Alors ce volume-là, bien sûr, il englobe tout. Alors on a par segment les ventes, par exemple la construction, c'est une hausse quand même très importante, même plus importante que la moyenne, c'est de 47%. Le segment du câblage, 16,7%. En revanche, les exportations du segment de l'intérieur véhicule et sièges, que vous connaissez bien, ont accusé une baisse de 2,5%. Bon, c'est une légère baisse. Pourquoi? Est-ce que aujourd'hui le marché mondial est-ce que c'est endogène ou exogène? Pourquoi il y a eu cette baisse? On va dire que c'est stable, hein. On ne peut pas parler d'une baisse à 2%. Oui. C'est tout simplement avec peut-être les modèles aujourd'hui qui sont lancés de plus en plus, puis la voiture électrique qui est de plus en plus. Donc je rappelle, aujourd'hui, on est pas loin des 35% de pourcentage de voitures électriques en Europe. On consomme plus de câblage, plus de composants électroniques, ce qui explique cette disparité dans les exportations. Alors justement, quand on parle de voitures électriques décarbonées, qu'est-ce que c'est? Comment on peut la définir? En fait, la décarbonation, elle concerne le processus de fabrication tout le long de la chaîne de valeur. On doit consommer propre. Donc l'empreinte carbone sur l'environnement doit être réduite au maximum possible. Et donc c'est le cas, le Maroc, il y a plus de 10 ans après le virage du renouvelable, et on se félicite pour ça. Aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays où l'impact de la facture énergétique n'est pas encore visible chez les entreprises. Et c'est un très bon point. Donc ça encourage davantage des investisseurs pour regarder de notre côté et puis d'accélérer ce mouvement d'investissement dans notre pays. Donc l'énergie verte, aujourd'hui, nous avons un mix qui est un petit 40%, je crois, au Maroc, 37%, plus ou moins. Donc, ce qui positionne le Maroc comme en termes de mix, un des pays en fait qui se prépare mieux à ce virage de la voiture électrique, mais qui va être produite selon des critères où il y a moins d'empreinte carbone sur l'environnement, parce que le challenge de l'humanité actuellement, c'est bien la décarbonation, c'est bien l'environnement. Donc, il faut continuer à produire, augmenter. Est-ce qu'il faut continuer à produire des voitures à moteur électrique, thermique ou thermique, et continuer dans le thermique, mais développer l'électrique aussi? Parce que ça, c'est un sujet à débat, hein, et la question vraiment se pose aujourd'hui au niveau mondial. Est-ce qu'on va continuer, parce qu'il y a encore le besoin, de toute façon, vers les 2035, on n'arrivera jamais à consommer que électrique, notamment sur certaines zones de la planète. Qu'en pensez-vous, Rachid Machou? Où se situe le Maroc, où devrait se situer l'industrie auto marocaine? Alors, en fait, il ne peut pas y avoir une montée en voiture électrique en franc carré, en rupture. Il ne peut pas y avoir de rupture. Il y a une phase qui va durer longuement, qui va s'appeler une phase sifflée, où on va avoir une décroissance de la production de moteurs thermiques et une croissance en rampe des voitures électriques. Et donc, cette période va durer très, très, très longtemps, parce que ça ne peut se faire que progressivement. Et ça va durer plus longtemps dans certaines régions du monde plutôt que d'autres. J'imagine bien, bon, la Chine sont en avance sur les voitures électriques, sont en avance la Chine, le Japon, la Corée et les USA. Voilà les pays producteurs aujourd'hui de batteries électriques pour les voitures électriques. Donc ça fait plus de 20 ans qu'ils ont mis ça dans leur stratégie. Et de ce fait, il y a des régions du monde qui vont continuer à produire des moteurs thermiques, mais de moins en moins. Le Maroc est concerné par cela? Alors, il y aura absolument, tous les pays sont... le Maroc ne produit pas de moteurs thermiques jusqu'à présent, hein, donc il est exclu de l'intégration locale. Sauf dans le cas de Stellantis où ils assemblent, en passant d'assemblage des deux parties majeures du moteur pour faire ce qu'on appelle le groupe moteur-propulseur, mais non pas parce que techniquement c'est difficile ou nous n'avons pas les moyens, mais tout simplement une usine moteur c'est big, c'est très flexible. Quand vous avez une usine de moteur thermique, ça alimente 4 ou 5 usines de carrosserie automobile. Donc simplement une question d'échelle, puis une question de fonderie, hein. Nous n'avons pas de fonderie au Maroc, pour cause, une fonderie c'est énergivore.
consomme énormément d'énergie. Et puis, aujourd'hui, fabriquer des moteurs, ça voudrait dire qu'on importe les bruts pour usiner et réexporter. Donc, ça it make no sense, comme on dit dans notre jargon. Maintenant, effectivement, il y a une phase sifflée. On aura des voitures thermiques avec les voitures électriques et ce pourcentage va aller dans le sens de l'augmentation du taux de motorisation électrique en défaveur de la partie thermique. Et là, le Maroc, alors justement, quand on parle de se positionner sur la chaîne de valeur mondiale, où se positionne le Maroc exactement dans cette chaîne de valeur mondiale en termes de construction verte, de construction auto-verte? On est dans la course, donc on est dans la course. Aujourd'hui, il faudrait justement ne pas rater le virage. Il faudrait se mettre sur la question de la batterie, parce que comme on change un peu de technologie du thermique vers les batteries, donc là c'est comme si on remet les cartes à zéro. Et donc aujourd'hui, il faudrait, en termes d'intégration locale, il faudrait accélérer le mouvement sur la batterie, la voiture électrique et faire de sorte et utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour attirer des gens qui ont la technologie de la fabrication de batteries, puisque nous disposons... C'est quoi ces moyens imaginables, justement ? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table? Alors, beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'investissement. C'est une gigafactory. On fait pas une usine de batterie pour un site, pour une voiture. Donc, c'est quelque chose qui est communalisé. Il faudrait donc des investissements, je disais, et puis un environnement favorable pour le développement de ces technologies liées à la batterie pour la voiture électrique. Oui. Ce sont des enjeux déterminants pour l'avenir, professeur Komat, des enjeux déterminants pour l'avenir. Cela dit, le Maroc a un avantage compétitif, notamment en ce qui concerne les minerais pour la fabrication de batteries électriques. Comment cela joue en faveur et quels sont les autres points positifs et peut-être aussi les freins à surpasser afin de développer l'électrique et de positionner le Maroc dans cette chaîne de valeur mondiale de voitures électriques? En fait, je dirais qu'on n'a pas de choix pour l'avenir. C'est vrai que ça devrait se faire d'une manière progressive, mais rappelons que l'Europe, qui est le principal client du Maroc, a comme horizon pour justement l'interdiction des achats des voitures thermiques 2035. Bien évidemment, nous avons jusqu'à 2035 pour nous préparer. Alors, les destinations de l'industrie automobile marocaine qui seront justement à 100% à l'hybride ou à l'électrique. Il y aura certainement des marchés qui vont continuer pendant une longue période à utiliser les voitures, je dirais, thermiques pour une certaine période de transition. Mais toujours est-il, le Maroc, il a le temps pour anticiper. Il a le temps pour se... Bien sûr, il a un certain nombre d'avantages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, nous sommes sur le mix énergétique à 52% à l'horizon 2030. Nous sommes aujourd'hui un partenaire privilégié de l'Europe en matière d'économie verte. Et donc, on aura bien sûr tout l'accompagnement, tout le soutien, étant donné que nous sommes partenaires stratégiques et le premier pays à signer ce partenariat avec l'Europe. Et bien évidemment, nous avons également des éléments, tout ce qui est en fait matière première, intrant dans cette industrie de batterie. Alors, bien sûr, il va falloir développer davantage la dimension technologique. Et bien sûr, le Maroc étant un pays ouvert sur, d'ailleurs, les IDE, sur les investissements directs étrangers, ça ne sera pas qu'un projet porté par l'industrie marocaine, mais dans le cadre de l'attractivité de l'investissement international, certainement, il va y avoir un afflux, justement, d'investissements pour investir dans ce genre de projet, d'autant plus qu'aujourd'hui, la charte d'investissement place un certain nombre de secteurs, des secteurs prioritaires, des secteurs stratégiques, parce que, comme vous le savez, au niveau de la charte d'investissement, il y a une certaine hiérarchie, une hiérarchie territoriale, mais également une hiérarchie sectorielle, stratégique. Et l'automobile fait partie des secteurs prioritaires pour le Maroc, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur vecteur d'un repositionnement du Maroc sur la scène industrielle internationale. Et donc, je crois que les éléments, ils sont là. Et bien sûr, il y a tout l'écosystème en termes de procédures, en termes de facilité pour l'investissement, et puis l'accompagnement des ressources humaines en termes de formation.
Je crois que nous avons tous les éléments pour justement pénétrer ce revirement vers en fait, une industrie automobile plus verte. Je crois que le Maroc est bien parti, d'autant plus qu'il développe une certaine capacité d'adaptation. D'ailleurs, on l'a vu, même pendant cette crise de Covid, la baisse n'était pas, je dirais, notable. Il y avait une petite baisse, mais le rebond a été de très grande qualité. Le sursaut a été vraiment rapide. Et tout de suite après, on a même dépassé ce qu'on faisait en 2019. Donc, il y a toute une flexibilité, toute une capacité d'adaptation. Il y a la crise des semi-conducteurs, il y avait le problème du transport international, et malgré cela, le Maroc, avec ses réseaux, avec sa crédibilité sur la scène internationale, il a pu dépasser cela. Moi, je crois que le Maroc aujourd'hui a une place, il a un positionnement sur ce secteur. Il y a des éléments qui le prédisposent à un repositionnement, une réadaptation et à l'accompagnement de cette mouvance que connaît cette industrie. Alors justement, pour accompagner, il faut aussi peut-être renforcer les écosystèmes actuels et moderniser ou carrément développer de nouveaux écosystèmes afin d'accompagner ce virage. Qu'est-ce qui fait dans ce sens, Rachid Machou, vous qui représentez l'AMICA? Donc, je pense qu'un écosystème qui s'impose pour les 2-3 années à venir, c'est l'écosystème batterie électrique, batterie pour voitures électriques. Donc, je pense effectivement pour pérenniser notre secteur et garder cette avance, cet avantage que nous avons sur cette région euro-méditerranéenne, ça passera par une usine de batterie pour voitures électriques. On appelle les gigafactories. Voilà, on parle de gigafactory, gigafactory pour fabriquer des batteries pour voitures électriques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça remet un petit peu les compteurs à zéro. On parlait d'intégration locale auparavant hors moteur. Aujourd'hui, la batterie et son moteur électrique représentent 25% de la voiture. Donc, si on a déjà ça, plus les 65% habituels sur le reste de la voiture, vous voyez, on est déjà sur des niveaux d'intégration locale qui peuvent être très satisfaisants. Donc, voilà, un axe, c'est effectivement la motorisation. C'est stratégique, ça devient stratégique pour pérenniser notre secteur automobile. Pour rappel, donc, la fin des voitures, la production des moteurs thermiques en Europe, c'est 2035. Donc c'est assez proche. C'est pas. Ça c'est pour l'utilisation en Europe. Utilisation. Aujourd'hui, la production en Europe, elle est exportée. Elle est exportée aussi vers les gens qui achètent aujourd'hui des voitures européennes, achètent des voitures thermiques aussi. Donc si l'Europe s'arrête de produire le thermique en 2035, de facto, les exportations ne se feront qu'en voitures électriques. Donc maintenant, le parc roulant continuera à rouler en thermique et petit à petit, le renouvellement se fera en électrique. Et donc, on aura cette phase sifflée qui est une montée en pourcentage de voitures électriques plutôt que thermiques. Est-ce que, en termes avant de parler d'ingénierie de maintenance et d'ingénierie de service, est-ce que le coût de cette voiture électrique est compétitif pour les marchés tels que le marché marocain? Oui, après, il y a la question du positionnement par rapport au marché. Bon, je pense que ça finira par, aujourd'hui, avec l'effet volume, plus le pourcentage augmente en production de voitures électriques, plus effectivement son prix deviendra abordable et raisonnable. Parce que c'est l'effet de masse, c'est l'effet volume. Hein, donc qu'aujourd'hui n'est pas encore là. C'est pour ça que les pays européens subventionnent aussi une part du renouvellement, du rachat de la voiture électrique ou hybride plutôt que de voitures thermiques. Alors justement, pour les gens qui ont déjà acquis un véhicule hybride ou électrique pour le Maroc, est-ce qu'il y a déjà il y a certainement un service d'ingénierie ou d'ingénierie de service, mais aujourd'hui, on manque de compétences dans ce sens au Maroc. Alors là, je n'ai pas exactement, parce que ça c'est plutôt l'association du commerce de l'automobile qui pourrait répondre. Non, mais déjà dans la formation, moi je veux dire déjà peut-être dans la formation pour le service, d'un côté pour le marché local, mais aussi pour les investissements à venir. Qu'on dispose de profils adéquats à même d'accompagner ce développement d'écosystèmes électriques.
Oui, vu le volume qu'aujourd'hui qui est très faible, les marques qui sont présentes au Maroc forment leurs techniciens après-vente effectivement pour le service. Maintenant, sur l'industrie, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement avec la formation professionnelle et nous en tant que professionnels donc de l'automobile, nous sommes conscients de ce virage et nous avons des modules donc qui sont en préparation. Nous avons commencé effectivement à former sur les technologies, nouvelles technologies de la voiture électrique, même si nous ne produisons pas, enfin, on produit sur la voiture qui est Stellantis aujourd'hui, l'AMI, mais ça reste de même encore faible. Donc, l'AMICA est consciente, hein, donc son conseil d'administration est au fait du sujet de ce virage de la voiture électrique et décarbonée, je disais tout à l'heure, et ça fait partie de nos animations actuelles, donc c'est vraiment d'actualité. Comme l'émission. C'est un sujet d'actualité. Un mot là-dessus, professeur Komat. Et aussi, on va parler peut-être investissement et financement, mais avant, parlons de compétences et de formation. Alors, en ce qui concerne la formation, je crois que le Maroc est conscient en fait, d'accompagner cette dynamique par de la formation, je dirais, pointue et adaptée aux besoins des secteurs d'activité. Alors, en ce qui concerne, en fait, ce secteur qui ont des besoins particuliers, ce qui est la tendance aujourd'hui, c'est, en fait, tout d'abord, il y a surtout l'Office de la formation professionnelle qui forme des techniciens spécialisés en relation avec les besoins du secteur. Il y a également des écoles d'ingénieurs. Mais l'expérience originale qu'il faudrait développer, c'est une gestion, je dirais, déléguée par les instituts de formation publics au privé, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette expérience s'est développée dans certains secteurs, notamment dans le secteur de l'aéronautique. Je crois même au niveau de l'automobile, c'est quelque chose qui se développe. Pourquoi? Parce que c'est l'implication des professionnels au niveau du processus de formation, partant de l'identification des besoins de formation vers l'ingénierie de formation et vers le montage des programmes de formation, bien évidemment, ce sont les professionnels qui sont les mieux placés justement pour participer activement à la gestion de ces instituts. Moi, je crois le salut par rapport à ces secteurs à dominante technologique, c'est davantage d'implication du tissu professionnel dans l'acte de formation. Et ça, nous avons des expériences très réussies qui devraient être développées davantage. Et certainement, on n'aura pas de problème pour avoir les compétences nécessaires pour accompagner cette transition, notamment vers l'électrique. Très bien. Pour accompagner cette transition aussi, il y a un point très, très important, Rachid Machou, c'est le taux d'intégration. Combien d'entreprises dans le secteur sont à capital marocain aujourd'hui ? Très peu, malheureusement. Comme vous le savez, le secteur, il y a beaucoup de big players qui ont investi au Maroc et qui exportent effectivement vers des pays industrialisés. Alors, il y a quelques personnes courageuses qui ont investi dans l'automobile, et ce depuis les années 70-80. C'est des familles qui ont investi et ils continuent à se battre pour se développer dans le secteur automobile. Peut-être une dizaine d'entreprises qu'il faut saluer, dont il faut saluer le courage. Et je profite effectivement pour aujourd'hui, si je peux. Parce qu'on parle d'un taux d'intégration, enfin l'objectif d'un taux d'intégration de 80%. Oui, on est loin là. Vous parlez de fabriquer localement, y compris avec des multinationales. Oui, des joint ventures. Voilà. Moi, je parle. Oui, carrément ça peut des multinationales 100% qui investissent au Maroc. Oui. Moi, je parle d'entreprises à capital marocain. Marocain, ouais. Donc non, c'est bien ce que je disais. À mon goût, c'est encore faible. Et donc, il faudrait que des investisseurs marocains, des fortunes marocaines s'investissent dans l'automobile. C'est un secteur d'avenir. Certes, ce n'est pas un secteur où on investit cette année pour être rentable l'année suivante. C'est un secteur à moyen et long terme. Mais c'est un secteur facilement. Est-ce qu'on a facilement accès à ce secteur Est-ce qu'on n'a pas besoin, par exemple, pour répondre aux appels d'offres des donneurs d'ordre, est-ce que ces investisseurs-là disposent de tous les critères? Est-ce qu'ils cochent toutes les cases?
Il faut démarrer, il faut des compétences, il faut commencer, il faut apprendre. C'est un secteur qui est certes difficile, c'est pas comme l'immobilier ou comme d'autres secteurs de l'industrie. C'est un secteur de pointe, comme le professeur l'a souligné, à juste titre. C'est un secteur de pointe technologique où il y a du risque. Hein. Il y a des compagnies qui démarrent et qui après, effectivement, ne s'en sortent pas. Donc, il faut des financements, il faut des garanties, mais il faut du courage surtout et de la persévérance. Comme j'ai dit, ce n'est pas un investissement à court terme, c'est un investissement à moyen et long terme. Et les familles qui ont investi dans l'automobile, l'exemple des familles européennes, eh bien, c'est des générations après qui ont profité de cet investissement. Et donc là, on ne peut pas effectivement continuer à dire le Maroc enracine son industrie automobile, faire parler de souveraineté industrielle en regardant le train passer, en restant un petit peu en dehors du système. Donc là, j'appelle de tous mes voeux les acteurs économiques marocains d'investir dans le secteur. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, d'encouragement pour avoir davantage de capitaux marocains qui rentrent, soit en JV pour éviter le problème du savoir-faire et limiter les risques, soit en investissement direct. Et puis, on a les ingénieurs, on a les compétences locales pour pouvoir accompagner, aider. Et nous, à MECA, nous sommes à l'écoute justement de ces éventuels investisseurs. C'est un investissement qui reste très risqué. Est-ce qu'il y a le financement adéquat? Parce qu'il faut un financement aussi qui soit adéquat à ce genre d'investissement risqué. Il y a une convention récemment qui a été signée, effectivement, la MICA est partie prenante avec le ministère de tutelle et le groupement des banques marocains qui permet de faciliter et d'ouvrir les portes à des investisseurs potentiels dans le secteur automobile. Alors maintenant, effectivement, il faut regarder le contour de cette convention et puis faciliter l'accès à des jeunes ingénieurs, des PME, des entreprises qui veulent s'investir dans le secteur. Quand on dit d'investir dans le secteur, on parle de quelle taille? Parce que cela a attisé ma curiosité quand vous avez dit PME. On parle plus ou moins de... C'est quoi le ticket d'entrée, j'ai envie de dire? Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Si vous voulez fabriquer des machines, de process pour travailler dans l'automobile, ça reste raisonnable. Si vous voulez fabriquer à échelle grandeur réelle, on ne vient pas demain et on dit tiens, je vais fabriquer une pièce, je vais livrer Renault tout seul ou je vais livrer Stellantis. Il y a un certain nombre de normes, un certain nombre d'acquis, un certain nombre de qualités. Il faut avoir fait ses preuves, avoir été ISO. Donc, ça peut se faire par contre par le biais de JV qui peuvent être intéressés pour venir s'installer dans notre pays et produire pour les constructeurs existants déjà. Et puis aussi, le raisonnement, c'est quelles sont les commodités qu'en produisant ici au Maroc, on peut les vendre à l'étranger. Donc nous avons aujourd'hui les équipementiers qui sont installés au Maroc, je vous ai dit, et qui vendent les pièces à l'étranger, ont prouvé qu'il y a un sens à ce qu'ils sont compétitifs en produisant au Maroc. Et c'est ce raisonnement qui a fait défaut jusqu'à présent, parce qu'on parle d'intégration locale, on a un raisonnement plutôt local. Non, il faut avoir un raisonnement global. Quelles sont les pièces sur lesquelles nous pouvons être à forte valeur ajoutée, notamment sur lesquelles nous pouvons les produire au Maroc et les vendre à la fois au Maroc et puis sur les marchés voisins. Je vais terminer avec vous, professeur Komat, sur ce triptyque industrie, recherche et développement et innovation. Oui, c'est un triptyque très, très important, surtout par rapport à la dynamique que notre économie est en train de connaître. On ne peut pas se développer justement sans développer de la recherche-développement, mais également de l'innovation. Alors, cela est d'autant plus vrai dans des secteurs de pointe dans lesquels on vise justement d'améliorer le taux d'intégration. Et le taux d'intégration, c'est-à-dire qu'on est en train de se hisser à des niveaux plus élevés en termes de composants de contenu technologique. Et cela passe forcément par de la recherche-développement, par le développement des compétences. Bien évidemment, il y a également la composante innovation qui est fondamentale, surtout lorsqu'il s'agit de développer l'entrepreneuriat.
en fait, les pays les plus avancés, en fait, je dirais la source la plus importante d'inspiration de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Et donc, le Maroc, je crois, aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'éléments composant notre écosystème qui pourraient encourager les jeunes à porter des projets innovants. Et donc, je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, parmi les objectifs à tracer à l'horizon 2035 par rapport au nouveau modèle de développement, c'est d'augmenter la valeur ajoutée, c'est d'augmenter le contenu technologique de notre industrie, c'est accroître notre intégration dans les chaînes de valeur mondiale, notamment l'industrie automobile. Mais ça ne peut pas se faire sans crédit R&D, professeur Komat. Bien sûr, cette question également est fondamentale. Depuis des années, on en parle. Il faut encourager la recherche et le développement dans ces deux composantes fondamentales, à savoir l'université, qui doit aller davantage vers la recherche appliquée, vers la recherche et le développement, mais également les entreprises, par des dégrèvements fiscaux, par des motivations qui pousseraient les entreprises à renforcer l'effort d'innovation. Bon, je crois que ça devrait s'imposer comme un des sujets prioritaires pour notre pays, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons un leadership au niveau de l'Afrique et nous nous donnons en fait comme exemple en termes de dynamique et de créativité pour plusieurs pays africains et ça peut être même une source de renforcer notre relation et notre partenariat avec ces pays africains qui aujourd'hui utilisent beaucoup notre expertise. Et donc, je crois que s'il s'agit d'aller dans ce sens-là, tout ce qui est recherche appliquée et innovation devrait être des priorités pour les prochaines années. Un dernier mot, Rachid Machou, vice-président de l'AMICA, sur déjà les prospections peut-être et sur les perspectives d'avenir du secteur. On a parlé de l'électrique, on a parlé de l'innovation. Aujourd'hui, l'AMICA est sur cette feuille de route. Le virage vert, écologique et numérique est déjà entamé. La suite. La suite, et pour répondre à ça, je prends au rebond les idées du professeur Komat. Effectivement, aujourd'hui, donc, on parlait depuis tout à l'heure sur le développement de notre secteur, on parle de la face visible de l'iceberg, c'est la voiture, les composants physiquement. Je suis plutôt fan de parler aussi et en même temps de la partie amont. Donc la recherche, vous savez, dans le cycle d'une voiture, sa vie c'est 7 ans et c'est 4-5 ans avant, c'est de la recherche et développement et c'est des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur le design des pièces, sur leur validation, sur leur calcul, sur leur design, etc. Et ça c'est une phase que nous ne voyons pas bien aujourd'hui et c'est aujourd'hui, ce sont des phases qui restent faibles dans notre pays. Nous avons de la construction automobile bien développée. Maintenant, il faut qu'elle aille vers de la maturité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'intégrer de plus en plus de l'ingénierie, ce qui commence à se faire. Nous avons des success stories, des exemples des sociétés comme Yazaki, comme TE Connectivité, qui ont commencé à faire leur propre développement, moyennant quelques brevets. C'est très encourageant et il faut que ça fasse école envers tous les autres équipementiers et que ça donne l'exemple. Donc, ces phases d'études, de développement, d'innovation, nous restons quand même, ça reste à améliorer, à renforcer. Et aujourd'hui, donc, il faudrait ouvrir les universités au secteur privé. Je ne vais peut-être pas peser mes mots, mais il faut casser les cloisons entre universités, écoles d'ingénieurs et privés. Il faut pouvoir faire ce que j'ai vécu auparavant quand j'ai mes études en France. Il y a un lien très fort entre l'université et les écoles d'ingénieurs et le privé et l'industrie. Donc l'innovation aujourd'hui, la recherche et développement, d'un côté, on n'a pas le temps de construire des centres de recherche et développement privés. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard. Nous avons des centres de recherche dans les universités. Il faut les mettre au service et en collaboration des industriels, moyennant des procédures simplifiées pour pouvoir travailler, facturer. Et il y a des collaborations, mais ça reste quand même très faible et embryonnaire. Voilà, je pense que ça devrait aujourd'hui être une règle d'usage. Combien de sujets entre une université, une école d'ingénieurs en recherche et développement avec des industriels concrets sur des sujets concrets d'actualité qui peuvent faire de sorte de nous faire ce pas de géant qui nous manque
qui est le développement, le calcul structurel, le dimensionnement, la modélisation des pièces pour pouvoir effectivement, développer la souveraineté industrielle voulue et proclamée par Sa Majesté, et deux, effectivement, développer davantage notre valeur ajoutée et puis l'enracinement de l'industrie automobile dans notre pays de façon irréversible. Très bien. Merci beaucoup, Rachid Machou, vice-président de l'AMICA. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai vu que le professeur Komat acquiesçait quand vous parliez justement de ce décloisonnement entre... Cet appel d'ouverture, de renforcement des relations entre l'université et le secteur privé, je crois que c'est très, très important. Et en tout cas, l'université est prédisposée. Et bien évidemment, on va essayer d'aller dans ce sens-là, au moins au niveau de notre université. Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur Komat. Merci. Et puis, bien sûr, je vous remercie pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.